L'Abitibi-Témiscamingue est une région jeune du point de vue de la colonisation, mais millénaire quand on se réfère à l'occupation autochtone. D'ailleurs, Abitibi signifierait en algonquin « là où les eaux se séparent » et Témiscamingue voudrait dire « lac profond ». Bien connu internationalement pour ses richesses naturelles, notamment pour ses gisements aurifères de classe mondiale, l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas au départ destinée à l'exploitation minière. C'est au début du 20e siècle que le gouvernement canadien-français développe un plan de colonisation ambitieux pour le milieu nord du Québec. Développer l'agriculture de cette région qui a tout de la terre promise, afin de donner de l'emploi et des projets aux chômeurs des centres urbains touchés par la Grande Dépression. Mais bien que le sol aride n'ait jamais permis d'atteindre cet objectif d'exploitation agricole, il cachait tout de même en son sous-sol des richesses insoupçonnées. On sait depuis très longtemps qu'il y avait un potentiel minier intéressant de par la faille de Cadillac, un potentiel minier intéressant dans la région ici. Depuis des travaux, et même pour les premières personnes qui arrivent ici dans le territoire, on fait face à un roc qui quand il est mis à nu, dans certains cas, il est déjà quand les premières personnes arrivent ici, on y voit du quartz et on sait d'ores et déjà qu'il y a un potentiel à quelque part au niveau minéral dans ce roc-là. Où est-ce que ça devient intéressant dans l'histoire, c'est de par l'Ontario, de par le nord de l'Ontario, on commence à faire une exploration, une exploration puis une exploitation en bonne et due forme un peu du territoire et on réalise bien que cette faille-là se poursuit clairement au Québec. Et donc, progressivement, on va se déplacer, les prospecteurs vont se déplacer vers l'est, vers le Québec, donc vers la région de l'Abitibi-Minière, d'abord à Rouyn avec la découverte phénoménale de la mine, ce qui va devenir la mine Arne. Comment est-ce qu'on vient ici à l'époque? Mais c'est par les cours d'eau, parce qu'il n'y a encore aucune route. Donc, on va partir d'Amos et on va s'en aller à ce qu'on dit être les sources de l'Aricana. Donc, ça va amener de futurs prospecteurs à venir pagayer un peu ici sur les plans d'eau de la vallée de l'Or. Et les premières mines qui vont s'implanter, quand on regarde un peu la cartographie de ces mines-là sont implantées sur les bords des cours d'eau parce que c'est les premiers bouts de roc qu'on va pouvoir reconnaître et vraiment les premières mines vont s'établir à cette proximité-là. Ce qui nous amène par exemple à l'île Cisco qui va être une des premières découvertes qui va être faite ici dans la région, qui va être d'ailleurs la première mine en exploitation dans la région de la vallée de l'Or. Et puis progressivement, ça nous amène vers par exemple la mine Lamaque où nous sommes aujourd'hui, qui va progressivement rentrer en opération. Les découvertes sont intéressantes, on sait le potentiel, certaines mines commencent à ouvrir, mais le réel intérêt commence à partir de 1934. L'Abitibi-Témiscamingue possède un fort potentiel minier, mais on ne parle pas encore à l'époque de véritables ruées. Par exemple Malartic, depuis le milieu des années 20. C'est devenu la Canadian Malartic Gold Mine, mais à l'origine c'est la Malartic Gold Mine. Il y avait des gisements qui ont été découverts depuis le milieu des années 20, sauf que c'était tellement éloigné de tout. Il y avait seulement le chemin de fer de l'Abitibi agricole, de Lassar à Sainte-Terre qui existait, mais c'était beaucoup trop loin dans le territoire, trop loin de l'eau, donc c'était pas assez rentable à l'époque de créer une mine. En fait, il a fallu attendre pour que Malartic, mais aussi Val-d'Or se développe, malgré qu'il y avait plein de gisements qui avaient été découverts, que le prix de l'or augmente. C'est pendant la crise économique, en 1934, que Franklin Delano Roosevelt décide d'indexer l'or au dollar américain à 35 $ l'once, ce qui est pratiquement le triple, ce qui fait vraiment une ruée vers l'or puis qui amène le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée de l'or. C'est réellement ça, avec la crise économique de toute façon qu'on vit, la crise mondiale de 29 et ses impacts, c'est ce qui amène vraiment l'ouverture. Puis là, c'est là qu'on parle de boom minier. On le savait déjà, on avait commencé à le cartographier. Là, les mines veulent rentrer le plus rapidement possible en exploitation. Et en quelques années, je veux dire, on passe de 2 mines dans la région, l'Abitibi en opération au début des années 30, à la fin, au début des années 40, on est rendu à une 40aine de mines en opération. C'est souvent des mines qui vont pas opérer longtemps parce qu'on veut se dépêcher à ouvrir et à faire une exploitation avant de faire une exploration en bonne et due forme.
Parce que c'est la folie, de toute façon, puis il y a beaucoup, au travers ça, de gens qui cherchent à faire des sous avant même d'avoir démontré le réel potentiel, puis ça va rester d'ailleurs dans l'histoire de l'Abitibi. Certains charlatans, quelque part, qui veulent profiter de la situation, mais tant que si bien qu'en l'espace de 10 ans, on ouvre complètement une région, des mines sont en exploitation et nécessairement arrive le premier grand problème de l'industrie minière et qui va rester longtemps, c'est la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Un de ces éléments-là, c'est que cette main-d'œuvre-là, d'abord, vient de loin, elle doit d'abord arriver ici, et même celle qui vient de loin n'est pas nécessairement extrêmement expérimentée quand elle arrive ici. Donc, il y a le niveau d'expérimentation de la main-d'œuvre, mais aussi la mobilité. Comme que les gens arrivent ici dans l'idée de vouloir faire un coup d'argent, l'idée, c'est pas nécessairement de s'implanter dans une mine pour y travailler au même endroit pendant 5 ans. On va magasiner. Parce que toutes les mines cherchent à avoir des travailleurs miniers, et bien que les conditions de travail peuvent être exécrables, les travailleurs miniers ont un avantage. C'est qu'ils ne sont pas beaucoup, ils peuvent à tout instant plier bagage et décider d'aller voir un autre employeur. Et on veut aller plus loin, on veut découvrir la mine la plus riche, on veut voir fouler le pays davantage. Donc, ce qui va faire que rapidement, l'industrie minière, puis surtout d'un développement qui est tout aussi rapide, un des premiers défis, ça va être de réussir à aller chercher une main-d'œuvre et de la garder. Mais la mobilité, elle est fulgurante dans ces années-là. La moyenne, on parle peut-être de 3 mois. 3 mois, 6 mois, et l'employé bouge déjà. Donc, on imagine tout le travail qui doit être mis à former des nouveaux qui arrivent ici. Donc, ça va être vraiment très marquant dans les premières années du Boomtown. Et qu'est-ce qui arrive avec un Boomtown? Ben, on arrive dans un endroit, sur des territoires où on a très, très peu planifié une telle chose. Et c'est pour ça qu'on parle de boom, ça pousse comme des champignons. Donc, naît des villes qui vont marquer un peu les esprits, comme qu'on le voit quand on pense au Far West, même de l'Ouest américain, ou encore du Nord-Ouest canadien. Ce qu'on remarque, ben, c'est des villes qui vont naître sans qu'on ait planifié. Donc, c'est des squatteurs essentiellement qui vont construire un camp un peu partout, sans qu'on ait vraiment de route, sans qu'on ait vraiment de système d'aqueduc qui soit en place. Dans les boomtowns, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas vraiment de service. En fait, ils vont, comme par exemple Agnès Dumoulin ou les Dumoulin, lorsqu'ils ont parti de Ville-Marie, qui était une ville où il y avait l'eau courante, des toilettes à l'intérieur, sont venus rester dans un shack ici, dans une ville qui, en plus de pas avoir ces services-là, était très effervescente. Il y avait beaucoup des mineurs célibataires que tout ce qu'ils voulaient, c'est boire et travailler, ce qui donnait une présence de prostitution, de jeux, de violence, une violence endémique assez importante. Parce qu'à l'époque, il faut dire que avant l'incorporation d'une ville, c'est impossible de vendre de l'alcool légalement. Donc, il y avait à l'époque le château Malartic qui appartenait à Denis Authier, qui était le neveu d'Hector Authier, le fameux Hector Authier, qui était député provincial, fédéral, ministre des Mines, etc. En fait, cet hôtel lui appartenait en sous-main, qui était le plus bel hôtel de la région, le plus luxueux, et il pouvait même pas légalement vendre de l'alcool. En fait, à l'été 1938, lorsque la East Malartic a coulé sa première brique d'or, il y a eu un gros party, qu'il y a eu les gros bonnets de Toronto puis de Montréal, du monde qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans les mines, qui sont venus dans cet hôtel-là. Ils ont bu, c'est reconnu quand on regarde les journaux, mais cette journée-là, il n'y a pas eu de descente. Un bon exemple de cette poussée rapide et échevelée entraînant certaines entorses aux bonnes mœurs est Roc-d'Or, une communauté située à la frontière de Malartic. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans les hommes à l'époque, souvent ils restaient dans des bunkers, dans des dortoirs publics, qui vivaient tous ensemble dans les lits superposés, et les femmes étaient interdites, pouvaient pas habiter là-bas. Donc souvent les hommes qui avaient des familles avaient plus tendance à aller s'installer dans le campement de squatteurs à côté avec leurs femmes. C'est pour ça que Roc-d'Or, il y a beaucoup plus de femmes qu'à Malartic. Le taux de masculinité de Malartic est beaucoup plus élevé que celui de Roc-d'Or. Mais l'existence de Roc-d'Or fut de courte durée. Moi, je proviens de Malartic. On m'a toujours dit que c'était le prêtre le curé Renaud qui était scandalisé par la prostitution. En fait, d'après moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait appeler la légende de la Grande Noirceur, que les gens imaginent que le pouvoir du clergé était omnipuissant. Mais finalement, c'est vraiment beaucoup plus complexe. C'est vrai que ce prêtre-là avait une grande influence, comme tous les hommes du clergé à l'époque, mais c'était vraiment plus une question politique. Lorsque Malartic a été conçu en 1938-39, les gens de Roc-d'Or n'ont pas voulu déménager à Malartic,
Parce que Malartic s'est construit à l'époque, surtout sur qu'est-ce qu'on appelle une swamp, des terres humides, ce que les maisons s'enfonçaient dans le sol, l'eau était pas très bonne, donc les gens, ils étaient beaucoup mieux à Rock-d'Or sur le sable et sur le roc. Il y avait 1800 personnes, 275 bâtiments environ, et cette ville-là était tout à fait était construite vraiment sur le même modèle que Val-d'Or et Rouen. Et la seule différence qu'il y a avec ces villes-là, c'est que contrairement à Val-d'Or et Rouen, qui ont tellement grossi, qui sont devenus les centres économiques de la région, beaucoup plus que Bourlamaque et Noranda, Rock-d'Or, en 1943, après un gros rapport d'enquête qui ont été faits par 2 hauts fonctionnaires, en fait, c'était le chef de l'urbanisme du Québec et un des chefs du ministère des Terres, sont venus à Rock-d'Or, ils ont pris en photo tous les bâtiments, ils ont fait une enquête sur tous les habitants. En fait, ils ont même recensé tous les noms pour faire des recherches. Les gens avaient des dossiers criminels. C'est vraiment une télescopie du village, plus que de n'importe où qu'on peut avoir. Et à la fin de ce rapport-là, ils font leurs recommandations. Il y a 3 choix qui sont possibles. Soit le village est incorporé de façon individuelle, comme Val-d'Or, comme Rouen l'a été. Soit Rock-d'Or est annexé à Malartic, il devient un quartier. Ou soit Rock-d'Or est tout simplement détruit. C'est la 3e option qui a été choisie. Et on s'entend que du côté de l'élite de l'Abitibi rurale, ce qui se passe, ce qui se trame dans l'Abitibi minière est vu d'un très mauvais œil. Et c'est d'ailleurs le cas même auprès du gouvernement du Québec, qui va tarder, par exemple, à reconnaître à Val-d'Or un statut de ville en bonne et due forme. Et d'autant plus qu'il faut ajouter à ça qu'on a une population extrêmement cosmopolite dès le départ. C'est vrai qu'il y avait un cosmopolitisme assez important. Il y avait des gens de partout qui étaient ici à Rouen, mais aussi à Val-d'Or. On pense souvent qu'il y avait principalement des gens d'Europe de l'Est, ce qui est vrai qu'il y avait beaucoup. En fait, c'est principalement des Polonais, ensuite des Ukrainiens, ensuite un peu plus des Autrichiens, des Russes, fait une centaine de Russes, mais il y a aussi une population asiatique assez importante. En fait, en 1941, on trouve une centaine de gens qui sont désignés comme des Chinois, qui ne devaient pas être nécessairement chinois, mais des gens qui venaient de l'Asie. Il y avait aussi une population qu'on désignait comme des Juifs, donc on les désignait surtout par leur religion. On en voit encore aujourd'hui quelques-uns, surtout dans les patronymes. Ces gens-là sont très bien intégrés, pour ceux qui sont restés. Et les principales reliques de ça, c'est comme ici l'église orthodoxe russe Saint-Georges. Donc, dès le départ, on a une population cosmopolite qui ne fait pas du tout dans les plans de l'élite traditionnelle canadienne-française, du clergé en particulier. Il faut rappeler que Val-d'Or aussi, comme premier maire, un Bulgare, ce qui est quand même assez particulier en soi. Donc, va naître ces villes-là, Boomtown, et en même temps de contraste, dans certains cas, certaines exceptions, certaines entreprises minières vont décider de œuvrer eux-mêmes au développement et de le planifier pour éviter de créer un peu les chaos qu'on voit dans les villes minières très cosmopolites. Et Bourlamaque en est un fabuleux exemple où la mine Lamaque va décider de construire une ville, elle-même de la gérer comme si c'était pratiquement son propre royaume. Et ça va naître de ça un contraste qui est fascinant, d'avoir d'un côté une ville champignon, chaotique, anarchique, non planifiée, à une ville extrêmement planifiée, organisée, où ce que les gens se couchent tôt, où ce qu'on trouve pas beaucoup de débit de boissons, contrairement de l'autre côté. Et ce contraste-là, qui est très vivant à Val-d'Or, et il y a une époque où ce qu'on voit vraiment ce processus de transformation-là, d'une main-d'œuvre cosmopolite qui vient un petit peu partout et qui est très mobile aussi de par ses réflexes. Tout à coup, on sait qu'il va apparaître au courant des années 70 vraiment une main-d'œuvre qui est canadienne-française, même, je dirais, témiscabitibienne. Beaucoup commencent à être nés ici. Ça se produit surtout au cours des années 50, ce processus-là de transformation, où ce que progressivement, on va voir que les Canadiens français, à partir des années 50, du moins c'est le cas ici pour la Lamaque, mais on le voit aussi très bien dans les autres études qui ont été faites avec la mine Sigma ou à la mine Horn, commencent à prendre la majorité au cours des années 50, dans certains cas un petit peu avant, selon les pratiques d'embauche qui sont faites dans l'industrie minière. Dans certains cas, on réalise que des industries minières pouvaient préconiser l'embauche de telle ethnie par rapport à une autre, ce qui d'ailleurs pourrait mériter davantage d'études.
Et de la même façon, il y a des communautarismes assez puissants dans ces populations-là. Ce qui fait que comme qu'ils puissent souvent choisir leur propre employeur, progressivement, on remarque que, par exemple, la communauté ukrainienne aurait tendance à travailler auprès du même employeur. N'empêche qu'on arrive à la fin des années 50 et c'est une réalité déjà. La majorité des travailleurs qui y sont canadiens-français, sont québécois. De plus en plus, la nouvelle génération qui arrive, c'est des gens qui sont nés en Abitibi. Donc, on arrive avec une population qui est davantage enracinée, qui est établie. Et la mobilité, on va la voir à partir des années 60, surtout début 70, ils vont devenir de moins en moins mobiles. On réalise, et c'est le cas pour les travailleurs de la mine Lamaque, ils sont de plus en plus mariés, donc il y a moins de célibataires là-dedans. Et l'expérience de travail aussi devient beaucoup plus importante. Donc, on a moins de gens qui ont juste travaillé 6 mois dans leur vie. On a des travailleurs qui ont travaillé beaucoup plus longtemps. Les salaires augmentent, les conditions de travail sont meilleures. Donc, progressivement, on arrive vraiment avec un processus que je dirais à la fois de québécisation de la main-d'œuvre et de sédentarisation de la main-d'œuvre. On se calme, on est moins mobile et on va travailler beaucoup plus longtemps pour le même employeur à ce moment-là. Ce qui ressemble beaucoup plus à ce à quoi on est habitué aujourd'hui quand on pense à la main-d'œuvre minière, par exemple, actuelle, et déjà celle qui était là au cours des années 80. On pense souvent que Noranda est exclusivement immigrante et anglophone, mais dans les recensements, on voit quand même qu'il y avait un quart de la population qui était francophone et tout le reste était anglophone. Les immigrants, parce qu'il y en avait beaucoup, en fait, dans les premiers temps, c'était surtout des immigrants d'Europe de l'Est, qu'on désignait comme des fros, qui travaillaient dans les mines. C'est sûr que depuis le tout début du développement minier, même en Ontario, il y a des Canadiens français qui y travaillent, mais certaines compagnies avaient comme politique d'engager des gens d'ethnies différentes afin de pouvoir éviter la syndicalisation. Si les gens se comprennent pas, ils vont pas parler ensemble, puis ils vont pas développer d'affinité. Mais en fait, ils se sont complètement trompés. Parce qu'en juin 1934, environ 300 des 1400 mineurs ont débrayé à ce qu'on appelle la grève des fros. Ça a duré 10 jours et ça a été réprimé dans le sang et dans le gaz lacrymogène par les policiers de la GRC et de la police provinciale. Après cette période-là, les compagnies minières ont de plus en plus engagé des Canadiens français, qui aujourd'hui sont la principale main-d'œuvre dans nos mines. Ainsi, les raisons amenant davantage de francophones à travailler pour les compagnies minières sont nombreuses. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. La Deuxième Guerre mondiale va en être un de ces facteurs-là, qui va également amener davantage de Canadiens français et de Québécois à rentrer dans le secteur minier parce qu'il y a une crise de main-d'œuvre extrême à ce moment-là. L'apport on a besoin pendant la Deuxième Guerre de beaucoup d'employés au niveau des industries vers le sud du Québec. Au niveau aussi un apport pour les soldats pour aller au front. Donc, besoin de main-d'œuvre extrême à ce moment-là. Et puis, ça va aider de l'entrée d'ores et déjà des Canadiens français dans le processus. Mais va vraiment, au fil du temps, ce qu'on réalise, c'est que ceux qui viennent de l'extérieur ont davantage tendance à repartir, réellement comme ils le prévoyaient au début, retourner soit dans leur pays ou dans les communautés urbaines canadiennes un peu plus importantes. Et finalement, ceux qui vont rester le plus souvent sont des Québécois qui sont déménagés dans la région et qui vont décider d'y rester. Un des éléments très différents pour l'industrie des mines aurifères par rapport aux autres types de métaux, par exemple pour l'industrie du cuivre qui est extrêmement importante en Abitibi, c'est qu'on va longtemps fixer le prix de l'or. Fixer à des niveaux qui sont d'abord très hauts, et puis, progressivement, le temps avance et ce prix-là reste fixé à un niveau qui finit par être très, très bas, alors qu'on est dans les 30 glorieuses un peu partout en Occident. Les salaires augmentent, les coûts de main-d'œuvre augmentent, les coûts de production augmentent et les mines, elles, ont un prix de l'or qui reste fixé à un niveau quand même très, très bas. Donc, ce qui va faire, c'est nécessairement que ce coût-là va faire en sorte que ça va affaiblir progressivement l'industrie minière.
dans les années 50, lentement dans les années 60, et vers la fin des années 60, c'est rendu extrêmement difficile avec un prix fixé. Beaucoup d'aides gouvernementales tiennent à bout de bras certaines mines pour qu'elles continuent à faire leurs activités. Et on arrive à peu près en 1972 avec une industrie aurifère qui n'est que l'ombre d'elle-même, de ce qu'elle était dans les années 30, les années 40. Et ce qui va vraiment venir sauver cette industrie-là, c'est qu'à partir de 72, on va dégeler le prix de l'or. Et à ce moment-là, on va y aller selon une loi du marché normale, comme tous les autres métaux qu'on observait. Et en plus arrive à cette même époque-là la crise du pétrole, dont on connaît une spirale inflationniste des années 70 qui va faire en sorte que le prix de l'or va bondir d'une façon phénoménale. Et à partir donc de 72 et progressivement vers la fin des années 70, début 80, on rentre dans le deuxième grand boom minier au niveau de l'industrie aurifère. Donc, décidément, le prix de l'or joue un rôle très important. Ce qui joue un autre rôle aussi important, encore une fois, c'est la main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre va être importante, ce qui va longtemps empêcher un déploiement un peu plus grand de l'industrie aurifère parce que cette difficulté-là est importante, parce qu'il faut l'or, mais il faut aussi les gens pour pouvoir l'extraire. Et ce qui va aussi jouer dans certaines recherches, on le voit, c'est l'impact qu'a aussi l'industrie des autres métaux en Abitibi, par exemple pour les mines de cuivre. Dans certains cas, les mines de cuivre, le prix du cuivre va augmenter beaucoup et les mines de cuivre vont réussir à aller chercher quand même plusieurs travailleurs qui venaient peut-être du secteur aurifère et vice-versa. Parce que quand le cuivre descend, il est arrivé que l'or, elle monte. Donc, il va y avoir aussi un échange et ces industries-là ne travaillent pas en vase clos parce que quelque part, on peut facilement passer d'une mine de cuivre à une mine d'or. Le travail est essentiellement le même. Donc, un certain écosystème minier à cette époque-là où il y a un partage de main-d'œuvre qui va se faire entre l'industrie aurifère et l'industrie cuprifère. Et nécessairement, ça a des impacts, ce qui va faire que ça va être longtemps difficile pour les mines aurifères de garder sa main-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup d'embauches et des fois dans des conditions de travail qui étaient plus avantageuses du côté des mines cuprifères. Et c'est ce qui va changer au courant des années 70, dans le début du deuxième boom minier. L'augmentation du prix de l'or et de l'autre côté, celui du cuivre va diminuer et c'est là qu'on a un renversement qui va être à l'avantage de l'industrie aurifère qui, de surcroît, a réglé un peu, a rattrapé au niveau des salaires ce qui était offert dans les autres industries. Donc, tout à coup, l'industrie devient beaucoup plus intéressante pour la main-d'œuvre. Donc, d'un côté, on a le prix de l'or qui joue énormément, qui joue encore beaucoup aujourd'hui. C'est la réalité de la région où ça va toujours l'être. Et de l'autre côté, ben, c'est la main-d'œuvre qui a un rôle essentiel quand même dans tout ça. Le temps passe, la société évolue et l'industrie minière s'adapte et se transforme. Ici, l'Abitibi, on a vraiment une courte histoire. C'est sûr, on parle d'une centaine d'années, mais une centaine d'années dans lesquelles il s'est quand même produit deux événements assez marquants. Un premier dans le milieu des années 70, qui a fait un virage assez majeur au niveau de la façon dont on gérait nos entreprises. Jusqu'au milieu des années 70, les investissements étaient des investissements étrangers et les compagnies étaient détenues par des anglophones et nécessairement, toute la direction, elle était anglophone. Et les francophones travaillaient davantage comme travailleurs horaires. À partir milieu des années 70, il y a eu une prise de conscience comme quoi on pouvait, nous aussi, réussir. Il y a eu toutes sortes de formations qui se sont faites dans les universités. Les gens les premiers gradués sont sortis des universités. Ils ont dit, nous aussi, on pourrait. Et il y a eu tout un environnement financier et politique qui a permis de l'éclosion de ces francophones-là, de leur dire, on pourrait partir de nos propres entreprises. Hors de question de compétitionner contre les grandes compagnies majeures. Ce qu'on a plutôt développé, c'est des petites entreprises, c'est des petites PME qui travaillaient en périphérie de ces grandes entreprises-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, si on regarde ici en Abitibi, on a en fait 7 grosses entreprises, mais environ 350 qui gravitent autour. Et ces 350-là sont pour la plupart détenus par des francophones. Et ça, je dirais que c'est le premier clivage qu'on a vu. Le deuxième est apparu plus dans les années 2000. Et c'est un clivage complètement différent.
une industrie qui était très, très fermée sur elle-même, qui parlait elle-même, c'est tout un langage assez complexe, et qui n'avait pas vraiment besoin de parler à l'extérieur, puisque elle embauchait et les gens étaient heureux de travailler à la mine. Et ça a été comme ça pendant des années et des années, jusque vers le milieu des années 2000, où les gens ont commencé à questionner. Oui, mais est-ce qu'on peut être informé? Est-ce qu'on peut comprendre? Et l'industrie c'était nouveau pour elle. C'était complètement nouveau. Comment on va s'y prendre? Et je dirais à l'époque, c'était assez simple. On pourrait dire, avant le milieu des années 2000, qui parlait de l'industrie minière à part l'industrie minière? Depuis le milieu des années 2000, qui n'en parle pas? Et donc, l'industrie minière a dû s'adapter. Et tout ça est survenu suite à un événement qui s'est produit dans le milieu des années 2000 où une entreprise a décidé de partir un projet en plein centre urbain et les gens se sont questionnés. Je vous dirais pourquoi c'est un clivage, parce que le même projet aurait parti en centre urbain il y a 20 ans, puis probablement on n'en aurait pas entendu parler. Mais là, la société avait changé, la société avait besoin d'être informée. La beauté en Abitibi, c'est que on est parti de l'agricole au minier, mais de ces camps-là, puisqu'on était à la base des bâtisseurs, qu'on était des colonisateurs, qu'on était un peuple de survivants, puisqu'on était un peuple isolé, on était obligé d'innover, on était obligé de travailler toujours en mode survie. Et pour travailler en mode survie, la seule et unique façon, c'était de penser différemment, c'était de penser à se développer, c'était de penser à faire plus que simplement ce qu'on avait avec nous. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Abitibi, ce qui s'est développé à cause de cette mentalité de colonisateur, à cause de cette mentalité de peuple fondateur, on voit apparaître toute une filière au complet qui va au-delà de simplement la mine. On pense à l'exploration, à toutes les recherches qui vont avec ça, mais on pense également à tout ce qui suit, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont travaillé à la base avec les entreprises minières, mais ont décidé après ça de travailler pour eux, de développer leur propre expertise. Et après ça, tous les centres de recherche qui se sont greffés autour de ça, toute la formation qui s'est mise. On peut ici en Abitibi, on est rendu où on peut former du secondaire jusqu'au 3e cycle universitaire. Ainsi, lorsque nous regardons le chemin parcouru depuis les débuts de l'exploitation minière en Abitibi-Témiscamingue, nous voyons derrière nous les traces d'un cheminement extrêmement rapide, d'une évolution fulgurante, d'un apprentissage à la dure. Il nous reste aujourd'hui quelques indices de cette époque. Des lieux culturels, des patronymes, des façades boomtown et des chevalements qui se dressent, tels des cathédrales du Nord.